Donc, merci d'être présent pour cette réunion, juste avant le déjeuner. Donc, on va vous parler de cancer du poumon et immunothérapie comme exemple de l'accélération de l'innovation et des problèmes que cela pose pour l'accès aux médicaments. Donc, je suis pneumo-oncologue à Créteil, dans la région parisienne. Vous voyez ici, on va parler de 3 types de cancers du poumon. Les cancers du poumon, vous savez, c'est 50 000 nouveaux cas. Et avec ces 3 focus, on va couvrir à peu près 85% des cancers du poumon. Donc 85% de ces 50 000 patients. Alors, mon topo, c'est un de vous dire qu'il y a des progrès qui ont été réalisés, mais deux d'insister sur la rapidité de ces progrès. Vous voyez, en 2006, sur les cancers non à petites cellules, dont on va parler d'abord, sans mutation oncogénique, il y avait publié dans une revue de rang A, est-ce qu'on doit faire une chimiothérapie à base de platine à des cancers du poumon stade 4 ? Donc 2006, c'était il y a 13 ans. En 2008, publié dans JCO, une méta-analyse posait encore la question de savoir est-ce qu'il fallait vraiment faire de la chimiothérapie à un cancer du poumon stade 4 et vous voyez que la ligne bleue, c'est la chimiothérapie, la ligne jaune, c'est lorsqu'on faisait best supportive care, c'est-à-dire les meilleurs soins de support. Et vous voyez qu'avec la chimiothérapie, et ça c'est quelque chose d'important, la médiane de survie chez ces patients était à 6 mois et on est à 11 ans par rapport à aujourd'hui. Et c'était une méta-analyse quand même qui a fait beaucoup de bruit pour confirmer que la chimiothérapie à base de platine avait un certain intérêt. En 2008 est arrivée une molécule qui a été pour nous une rupture, c'est le pemetrexed, la Nimtas. Pourquoi ça a été une rupture ? Non pas tant en termes d'efficacité, vous voyez ça fait un peu mieux par rapport aux chimiothérapies qu'on avait avant, mais surtout la tolérance a été bien meilleure et la Nimta est devenue pendant des années un standard dans la prise en charge de ces patients. On a eu 3 ans plus tard l'Avastin qui a été une autre avancée. Vous voyez, 3 ans entre chaque avancée et c'est des avancées qui sont minimes. Vous voyez qu'en termes de survie, on gagne des escaliers, mais les marches on monte l'escalier, mais les marches sont tout petites. En seconde ligne, c'est-à-dire après une première ligne à base de platine, pendant 15 ans, on a eu 3 options. Et vraiment, c'est les options qui sont arrivées l'une après l'autre avec le temps d'avoir l'accès au marché avec les mécanismes actuels. Et puis, en 2015, il y a eu une accélération fantastique. Vous voyez, je vous ai montré tout à l'heure 3 molécules en 15 ans. Là, en 2 ans, entre 2015 et 2007, nous avons eu en seconde ligne, après une progression à base de platine, 3 molécules d'immunothérapie qui ont obtenu leur AMM européenne et donc que nous pouvons disposer avec un gain en médiane de survie. En 2008, je vous montrais la méta-analyse, on avait une médiane de survie qui était de l'ordre de 6 mois. Là, en 2015, on double dans tous les essais la médiane de survie. Non seulement on double la médiane de survie, mais vous savez qu'avec l'immunothérapie, maintenant on commence à avoir du recul suffisant avec les premiers essais, on a ce qu'on appelle des longs répondeurs. Et vous voyez que sur ces patients en seconde ligne, qui ont déjà progressé après du cisplatine, ça c'est les données qui ont été présentées récemment, on a quand même un certain nombre de patients qui sont vivants à 5 ans, ce qui était complètement inimaginable en 2014. En 2017, publié dans le England Journal, on passe à l'immunothérapie en première ligne. C'est une étude avec le pembrolizumab chez des patients qui ont un PDS supérieur à 50%, avec un crossover qui était permis. Et là, vous voyez que c'est une autre révolution. 1 an et demi après les secondes lignes, une autre évolution. En première ligne, l'utilisation de l'immunothérapie, en l'occurrence ici le pembrolizumab chez des patients qui ont une forte expression de PDL1, permet d'entraîner un bénéfice en termes de survie. On n'est plus dans la PFS comme critère principal de jugement, mais en termes de survie qui est majeur. Et vous voyez ici des médianes de survie chez ces patients avec le hazard ratio par rapport à la chimiothérapie classique, platine à Nimta. Donc on est passé en l'espace de 10 ans, alors ce n'est pas pour tous les patients, là, c'est les patients qui ont un PDL1 supérieur à 50%, mais chez ces patients, on est passé d'une médiane de survie de 6 mois à une médiane de survie qui aujourd'hui va atteindre le 30 mois. Le pembrolizumab chez les patients qui ont plus de 50% fait partie maintenant des algorithmes.
Et juste pour illustrer en pratique, parce qu'on montre toujours des algorithmes, ça c'est une des premières patientes qu'on a pris en charge dans le service. Au moment où on a eu l'accès, donc c'est une patiente en dehors d'un essai clinique, 45 ans, fumeuse, mutécarase positive, donc pas de médicaments oncogéniques, PDL1 à 80%. Elle a d'emblée une atteinte osseuse, foie, surrénale, ganglion, une compression médulaire lente qui nécessite une chirurgie, une radiothérapie en urgence. Elle commence le pembrolizumab en septembre 2017, au moment où il y a eu le remboursement en France. Et vous voyez, en juin 2019, elle est en réponse complète après 2 ans de pembro, jamais hospitalisée, aucun effet secondaire. Elle va reprendre son activité parce que là, elle commence à s'ennuyer. Donc, vous voyez, c'est vrai. Et ce n'est pas un cas exceptionnel. C'est vraiment à peu près 30% des patients qui, à 2 ans, vont se retrouver dans cette situation en première ligne. Donc, cette dame n'a jamais eu de chimio. En 2018, un an après ce que je vous ai présenté, l'étude sur les patients de PDL1 supérieur à 50%, il y a eu les patients, une étude qui a randomisé des patients qui avaient un taux de PDL1 plus faible. On a pris tous les patients qui avaient une expression de PDL1 sur la cellule tumorale supérieure à 1%. Même type d'étude, randomisé pembrolizumab versus une chimiothérapie adaptée à l'histologie. Et on voit que cette étude est positive. Elle est positive, d'autant plus positive que le PDL1 est fort, mais qu'elle est positive dans tous les sous-groupes. L'étape suivante, toujours de 2018, chez les patients toujours en première ligne, donc vous voyez comment ça s'accélère. Avant, on avait 3 à 4 ans des petits bénéfices les uns après les autres. Là, vraiment, on a des études qui tombent avec des résultats qui tombent tous les 6 mois. Là, le concept, c'est, d'accord, on fait du pembro versus chimio, et si on associait l'immunothérapie et la chimiothérapie versus la chimiothérapie. Étude, donc là, c'est quel que soit le statut PDL1, étude très bien faite sur le plan méthodologique, avec un crossover qui est permis, puisque le critère principal est la survie. Et là, vous voyez encore une étude qui est positive. Lorsqu'on associe le pembrolizumab à la chimiothérapie, on a à 2 ans quasiment un patient sur 2 qui est vivant. C'est les taux de survie. Là encore, une différence qui est très importante. On a eu plusieurs autres études qui confirmaient ce type de données. Là, vous voyez une autre étude avec le pembrolizumab chez les cancers épidermoïdes, qui est également positif avec un bénéfice moins important, mais un hazard ratio à 0,64, donc très clairement positif. Et on a parlé du pembrolizumab, mais il y a bien sûr en première ligne d'autres molécules qui ont des résultats tout aussi encourageants et qui vont dans le même sens. Je vous montre ici une étude avec l'atezolizumab associé à la chimiothérapie. Ici, c'est la InPower, je ne sais plus le numéro, 131. Là, je vous montre les critères sur la PFS. Donc, très clairement, un patient sur 4 n'a pas progressé à 12 mois, ce qui est quand même extrêmement encourageant. Un résultat plus modeste, en revanche, sur la survie par rapport aux études sur le pembrolizumab. Et on a même des études qui associent l'immunothérapie, la chimiothérapie et le bevacizumab, l'Avastin, chez les patients, bien sûr, qui sont éligibles à l'Avastin et qui montrent également qu'il y a un bénéfice à faire l'association de chimiothérapie plus immunothérapie et Avastin. Donc, vous voyez un foison d'études sur les cancers non apticellules de stade 4 en première ligne aujourd'hui. Je vous ai fait grâce de toutes les autres données. Il faut savoir qu'en 2018, il y a eu sur le poumon 8 New England Journal qui ont été réalisés, alors qu'avant, on avait un New England Journal sur le cancer du poumon tous les 4 ans. Deuxième focus sur les cancers localement avancés, qui représentent à peu près un tiers des cancers non à petites cellules. C'est des patients qui n'ont pas de métastase, mais qui ne sont pas opérables car la maladie est localement trop importante. Ça touche les organes nobles comme l'œsophage, la trachée ou les bronches-souches. Pendant des années, le traitement standard, ça a été la chimiothérapie et la radiothérapie associées, avec une médiane de PFS de 8 à 10 mois et une survie à 5 ans de l'ordre de 15 à 25 mois. Donc, vous voyez, relativement
moyenne. Et en 2017, paru également dans le New England Journal, on a montré les résultats de l'essai qui s'appelle Pacifique. L'essai Pacifique consistait, après une chimio-radiothérapie concomitante, à mettre du durvalumab, et vous voyez, versus placebo, et c'est en double aveugle. Et vous voyez ici la survie actualisée à 3 ans de l'utilisation du durvalumab post-chimio-radiothérapie. Elle est exceptionnelle, puisque vous avez quasiment plus de 50% des gens sont vivants à 3 ans, ce qui n'était pas du tout le cas avec la prise en charge actuelle. Vous voyez, ça, c'est des données qui ont été réactualisées à l'ASCO 2019 pour montrer l'intérêt du durvalumab dans cette indication. Enfin, dernier focus, et j'en arrêterai avec les données cliniques, c'est le cancer à petites cellules. Le cancer à petites cellules, c'est une maladie encore plus grave. Ça représente 15% des cancers du poumon. En 1985, on faisait du cisplatine étoposide, du cisplatine VP16. En 1992, on a associé la radiothérapie. Et puis depuis, il n'y a quasiment eu aucun progrès. Le topotécan est une molécule qui est beaucoup utilisée en Asie, que les oncologues français n'aiment pas car elle est extrêmement toxique. Mais vous voyez qu'en gros, il n'y a pas eu de progrès significatif en dehors de quelques éléments sur la radiothérapie entre 1985 et 2018. Alors, il y a eu des essais d'immunothérapie, surtout en ligne retardée en 3e ou 4e ligne, qui sont plutôt négatifs. Et puis, on a essayé également de faire de l'immunothérapie en maintenance, mais ces essais sont négatifs. Et puis, en mars 2019, donc il y a 6 mois, on nous a présenté les résultats de l'association en première ligne de atezolizumab plus carbo-VP16, la chimiothérapie de référence. Vous voyez l'importance, encore une fois, de cette étude. Ça refait un New England Journal avec la InPower 133 qui randomise des patients qui ont un cancer à petites cellules disséminé, on est dans le disséminé, atézo carbo-VP16 versus carbo-VP16. On continue avec la maintenance d'atézo. En termes de survie, un bénéfice qui est alors un peu bizarre, qu'on ne comprend pas très bien, parce que vous voyez que le bénéfice, il commence assez tard. Il commence quasiment au 6e mois. Mais il y a des patients qui bénéficient de l'atezolizumab. Et là, pour nous, même si le bénéfice est très modeste, même si le hasard ratio est beaucoup moins important qu'avec le pembrolizumab, c'est du petite cellule. Vous voyez, le hasard ratio, on voit mal, il est à 0,7. On a fait, en tant qu'oncologue, un gros forcing pour pouvoir disposer rapidement de ce médicament sur cette maladie qui est quand même mortelle rapidement. Et c'est le deuxième médicament qui a pu bénéficier de ce qu'on appelle d'une ATU d'extension d'indication. Et aujourd'hui, dans ce process, je crois qu'on l'a eu en mai 2019, l'ATU d'extension d'indication, il y a plus de 500 patients qui sont sous atézo pour un cancer à petites cellules disséminées. Et on nous a présenté il y a 15 jours les résultats de la même étude avec le durvalumab. Vous voyez, même schéma, patient ayant un cancer à petites cellules disséminées, carbo-VP16 ou cisplatine. Là, le cisplatine était permis avec durvalumab versus ce qu'on fait d'habitude. Et ce qui est très rassurant pour nous, un résultat positif avec exactement le même type de courbe, une séparation des courbes de survie qui est assez tardif, un bénéfice qui n'est pas énorme, mais qui reste quand même de 10%, de 13%, qui est majeur dans cette maladie, avec, on a l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont bénéficier à long terme de cette association immunothérapie-chimiothérapie. Donc vous voyez qu'il y a une sorte d'accélération aujourd'hui des progrès en cancéro-pulmonaire, qui est un des organes pour lesquels l'immunothérapie a apporté le plus, et que là où avant on avait une nouvelle molécule tous les 3-4 ans, aujourd'hui on a vraiment des résultats positifs plusieurs fois par an avec un impact clinique majeur. Alors aujourd'hui on a par exemple dans les cancers métastatiques, le pembrolizumab en monothérapie, alors ça c'est les AMM, en première ligne chez les patients qui ont plus de 50%. On a une AMM européenne pour le Pembro avec un doublet de platine, quel que soit le taux de PDL1 en première ligne, mais pour l'instant, on n'a pas le prix. On est en attente de l'accès, alors que l'AMM date déjà de 12 mois.
On a le pembrolizumab en seconde ligne pour les PD-L1 supérieurs à 1% et l'atezo et le nivolumab en seconde ligne, quel que soit le taux de PD-L1. Et pour les petites cellules, on a l'atezo en ATU d'extension de cohorte et le durvalumab pour l'instant, il n'y a pas d'AMM et bien sûr pas d'accès, et il n'y aura pas d'ATU puisqu'on a l'atezo. Donc vous voyez une richesse pour un seul organe, une richesse des options thérapeutiques avec l'immunothérapie qui est fantastique, mais avec des accès qui sont parfois très difficiles. Voilà, merci. Je vais laisser... Merci Christos. On va enchaîner avec Isabelle et vous poserez les questions à la fin des deux interventions. Bonjour à tous. Donc je vais vous parler immunothérapie et comment justement assurer l'accès des patients aux innovations en prenant l'exemple de la prise en charge du cancer bronchique. Et tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de la SFPO de cette invitation. Je suis vraiment ravie d'être là pour faire cette présentation aujourd'hui dans ce magnifique endroit. Alors voici quel sera le plan de ma présentation. Dans une première partie, on fera un petit état des lieux sur les dépenses de santé et en particulièrement en oncologie et un focus sur les médicaments innovants et les immunothérapies. Puis dans une deuxième partie, on s'intéressera aux mécanismes de fixation et de régulation des prix des médicaments en France. Et enfin, on parlera de quelques perspectives en termes de modalités et de délais pour la fixation des prix. Donc dans une première partie, intéressons-nous au niveau de dépenses de soins et de biens médicaux en France. Donc juste un petit rappel, vous devez connaître ce chiffre sans doute, mais vous savez que le niveau de dépenses en santé tous les ans, c'est 200 milliards d'euros par an pour la consommation de soins et de biens médicaux. Juste essayez de vous représenter ce chiffre dans votre tête, 200 puis après 9 zéros. Avec 200 milliards d'euros par an, ça veut dire que la France dépense presque 3 000 euros par an et par habitant, et non pas par patient, chaque année à la santé. La France se place parmi les pays qui consomment le plus sur la santé, puisque vous pouvez voir à droite qu'on est le 5e pays qui investit le plus dans la santé. C'est 11% de notre PIB, et donc actuellement au 5e rang à l'échelon mondial. C'est bien plus que beaucoup de pays. Ça veut dire que la France continue à investir sur la santé. Et comme vous le savez, tous les ans, le taux d'évolution des dépenses de l'assurance maladie est fixé par la loi de financement de la sécurité sociale, qui est en pleine, dont on parle beaucoup actuellement, qui est en pleine négociation. Et cette année, l'ONDAM, c'est-à-dire le taux d'évolution des dépenses, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, va être fixé à 2,3%. 2,3%, ça veut dire que l'année prochaine, on aura le droit de dépenser plus de 2,3% par rapport à ces 200 milliards, soit à peu près 4,7 milliards de plus que cette année. On va garder ce chiffre de 2,3% en tête parce qu'on va voir que les dépenses d'oncologie actuellement ont un taux d'évolution qui est très supérieur à ce 2,3%. Alors avant tout, les dépenses d'oncologie, c'est combien ? C'est 16 milliards d'euros par an. Vous voyez ici que le cancer est la 3e pathologie la plus importante en termes de dépenses, mais ce n'est que 10% des dépenses. On a toujours l'impression que l'oncologie est la pathologie qui est la plus coûteuse, mais non, c'est la 3e. Et par contre, ce qui inquiète beaucoup nos payeurs, c'est, comme je vous l'ai dit, le taux d'évolution de ces dépenses, puisqu'actuellement, on est à plus 6,3, donc 6,3% à mettre au regard du taux autorisé pour toute la santé qui est 2,3%. Et ce plus 6,3%, il est porté par deux phénomènes actuellement qui sont à la fois... Alors l'oncologie, ici, vous ne devez pas voir la légende, mais l'oncologie, c'est mon point bleu sur ce graphique. Plus 6,3% d'évolution des dépenses, c'est à la fois lié au fait qu'on a plus de patients touchés par le cancer actuellement, tout simplement lié au vieillissement de la population, mais aussi un coût de la prise en charge des patients traités pour cancer actif qui a augmenté de 10 à 15% selon les cancers. Un focus maintenant sur le cancer du poumon qui nous intéresse aujourd'hui. Le cancer du poumon, c'est 1,7 milliard d'euros, donc 10% des 10%. Donc 10% de l'oncologie, donc 10% des 10% de l'ensemble des soins de santé. Par contre, là encore, marqué par un taux d'évolution très important, puisque la CNAM a sorti les chiffres cette année, on est à plus 41% d'augmentation en 5 ans. Donc c'est un des cancers qui a le plus augmenté ces dernières années. Et vous pouvez voir ici le cancer du poumon. Pourquoi les dépenses de cancer du poumon ont tant augmenté ? C'est là aussi lié à la fois à une augmentation de l'effectif, donc du nombre de patients
touchés par le cancer du poumon, mais également à une augmentation du coût de la prise en charge de ces patients. Et vous pouvez voir ici la décomposition des coûts de prise en charge du cancer du poumon. Donc vous voyez, donc, en haut c'est 2012 et en bas c'est 2017. Et ce qui a augmenté au cours de ces dernières années, c'est ce qui est en rose, c'est-à-dire le coût des médicaments. Et l'autre partie qui a énormément augmenté, c'est ce qui est en jaune ou orange clair, disons, c'est les médicaments de la liste en sus. Donc vous voyez qu'actuellement, les dépenses d'oncologie, et en particulier les pathologies où il y a eu des innovations thérapeutiques, c'est pas un scoop, sont fortement impactées par une augmentation des dépenses qui elles-mêmes sont fortement, a priori, liées aux médicaments. Pour autant, si je vous demandais aujourd'hui si les dépenses de santé sont maîtrisées, je ne sais pas, est-ce que vous me répondriez oui, non. Pour autant, les dépenses de santé sont maîtrisées actuellement en France. Sur ces deux graphes, vous voyez à gauche l'ONDAM sur la courbe verte qui est l'ONDAM voté tous les ans, et en bleu, l'ONDAM constaté chaque année. On voit que pendant de nombreuses années, l'ONDAM constaté, donc observé, a été très supérieur à l'ONDAM voté, et pendant toutes ces années, on a généré du déficit. Mais là, depuis 10 ans, donc depuis 2008, l'ONDAM est strictement respectée. Les courbes bleues et les courbes vertes sont totalement collées. Et donc, ça veut dire que depuis 10 ans, on ne génère plus de déficit, voire on est en train de combler petit à petit notre déficit d'assurance maladie. Et donc, vous voyez, ça donne ça, le graphe à droite représente le déficit de l'assurance maladie. Donc, pendant toutes les années où on ne respectait pas, ça a généré du déficit. Et puis, depuis que notre ONDAM est respecté, et d'année en année, on est en train de combler le déficit de l'assurance maladie. La ministre avait annoncé que normalement on aurait dû le combler l'année dernière. Malheureusement, avec les gilets jaunes et la crise des urgences, on ne comblera pas le déficit l'année prochaine, qui a été reporté, comme on l'a entendu cette semaine, à 2023-2024. Mais le déficit de la sécurité sociale est en train vraiment de se résorber. Et là, on n'est plus qu'à moins 5 milliards de déficit. C'est bien moins que les moins 30 milliards qu'on a pu atteindre il y a quelques années. Alors, comment on en est arrivé là et comment on réussit petit à petit à combler ce déficit ? Eh bien, tous les postes ont été touchés, que ce soit la ville ou l'hôpital. Vous savez bien qu'on a tous été mis sous une maîtrise des dépenses de santé, que ce soit sur le secteur hospitalier ou sur le secteur ambulatoire. Donc vous pouvez voir ici sur ces graphes en bas l'évolution de la CSBM respectivement à l'hôpital à gauche et en ambulatoire à droite. On voit que les dépenses n'ont fait que diminuer sur ces deux secteurs. En hospitalier, comment on est arrivé à la réduction des dépenses ? C'est tout simplement avec le virage ambulatoire, la diminution des durées d'hospitalisation ou encore la diminution des tarifs des GHS, de certains GHS. Et puis en ambulatoire, ici également une diminution des dépenses qui est portée par certains déremboursements ou baisse de prix des médicaments, la diffusion des génériques ou encore le maintien de certains... la non-augmentation de certains tarifs des spécialistes ou des infirmières en ville. Globalement, donc, vous voyez que sur ces deux secteurs, c'est porté par une diminution des volumes. Si je vous posais la même question sur les médicaments, compte tenu de l'ère d'innovation qu'on connaît actuellement, on pourrait penser qu'on est actuellement sur une phase d'augmentation des dépenses, mais pas du tout. Si vous voyez sur les dépenses de médicaments, et si vous suivez la moyenne qui est représentée par la courbe bleue actuellement, on voit que les dépenses de médicaments sont elles aussi parfaitement maîtrisées, avec un taux d'évolution qui est nul, voire très légèrement négatif en 2017 et qui n'a fait que diminuer au cours des années. Il y a juste eu un petit soubresaut en 2014 lié à la mise sur le marché des médicaments de l'hépatite C, mais depuis, la maîtrise des dépenses de médicaments est parfaitement maîtrisée par différents mécanismes là aussi, baisse de prix, des remboursements, diffusion des génériques ou encore des accords financiers sur lesquels on reviendra plus tard, comme sont les accords prix-volume, les accords de performance ou la clause de sauvegarde, on reviendra après. Alors, comment on en est arrivé à aussi bien maîtriser les dépenses de santé ? Ça, c'est lié au processus d'accès au marché des médicaments en France. Donc, juste très rapidement, je ne vais pas re-rentrer dans le détail puisque vous connaissez ça assez bien. Pour qu'un médicament soit mis sur le marché, vous savez qu'il doit d'abord obtenir une AMM à l'échelon européen avec des critères qui sont basés sur
la balance bénéfice-risque et bien sûr la qualité pharmaceutique. Et ensuite les processus de prix et remboursement deviennent nationales. Donc en France, ces procédures ont lieu à la HAS avec principalement la commission de transparence qui donne un avis sur le service médical rendu, qui permet de savoir si la molécule va obtenir un remboursement ou pas, puis un avis sur l'amélioration du service médical rendu, l'ASMR, la taille de la population cible. Et puis depuis 2013, il y a une autre commission qui intervient dans ce processus, qui est la CESP, la Commission d'évaluation économique et de santé publique, qui désormais donne un avis sur l'impact médico-économique et l'impact budgétaire de certains médicaments dits innovants et coûteux. Une fois que la HAS a rendu donc tous ces avis, qui peuvent être désormais au nombre de 4 pour certains médicaments innovants et coûteux, comme c'est le cas, comme c'est notre sujet aujourd'hui, le dossier part pour la fixation du prix au niveau du Comité économique des produits de santé, donc le CEPS, qui va être en charge de la fixation du prix des médicaments obtenus par négociation avec le laboratoire. Alors, on dit en général que ce processus de fixation des prix des médicaments est opaque et que on n'en sait rien. Je suis pas tout à fait vrai. C'est de plus en plus transparent et on commence à savoir de plus en plus comment le CEPS travaille. Donc, comment ça se passe ? Le médicament ou le dispositif médical arrive avec ses avis de la HAS, donc une indication, des comparateurs, un ASA ou un ASMR, une population cible. L'industriel produit ce qu'on appelle une note d'intérêt économique, c'est-à-dire qu'il va faire un document dans lequel il a un certain niveau de revendication de prix. Et puis, comment va travailler le CEPS ? Il va tout d'abord regarder le prix et le tarif des comparateurs. Il va choisir des comparateurs qui sont économiquement pertinents, contrairement à la HAS qui regarde si c'est cliniquement pertinent. Et puis, il va ensuite définir s'il va mettre un prix supérieur, égal ou inférieur par rapport au prix du comparateur. De là va être décidé le prix net, qui va être le prix publié au journal officiel, mais également un prix facial, c'est-à-dire un prix qui tient compte de toutes les remises et les décotes que peut avoir le prix du médicament, celle-ci étant définie dans ce qu'on appelle des clauses conditionnelles. Et bien sûr, tout ça dépend du volume de vente, c'est-à-dire du nombre de boîtes. Et quand tout ça est décidé, c'est paru au journal officiel. Alors ça, c'est la doctrine de la HAS, c'est vraiment une slide du CEPS. C'est vraiment une slide que j'ai empruntée au CEPS, mais qu'est-ce qui intervient vraiment dans le prix du médicament actuellement ? On le sait, c'est 2 critères parmi les 5 qui sont écrits dans l'accord cadre. Les 2 éléments très importants dans la détermination du prix du médicament, c'est l'ASMR d'une part et le prix du comparateur. Sachant que la doctrine est la suivante, pour les médicaments qui ont obtenu une ASMR 1, 2, 3, c'est-à-dire qui sont vraiment considérés comme apportant une innovation importante, eh bien, il y aura ce qu'on appelle un prix européen, c'est-à-dire une cohérence du prix avec 4 autres pays européens que sont le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Pour les médicaments qui obtiennent une ASMR de niveau 4, à ce moment-là, le coût de la prise en charge devra être équivalent au comparateur. Et enfin, pour les médicaments qui obtiennent un ASMR 5, donc pour lequel il est considéré qu'il n'y a pas d'avantage par rapport au comparateur, alors vous voyez que le coût de traitement devra être inférieur, strictement inférieur à celui du comparateur. Donc vous voyez que quand on est 4 ou 5, quand le médicament a un ASMR 4 ou 5, c'est un prix qui est soit inférieur, soit égal au comparateur. Or ici, sur le graphe d'en bas, je vous ai mis la répartition des ASMR qui sont donnés actuellement. Actuellement, parmi 100 produits qui passent à la HAS pour l'obtention d'un ASMR, vous voyez que 90% d'entre eux, voire 95% d'entre eux, obtiennent un ASMR de niveau 4 ou 5. Très rares sont les produits en ce moment qui obtiennent un ASMR 1, 2, 3. Donc en fait, on est dans très peu de cas, dans le cas où on peut vraiment négocier un prix supérieur au prix des comparateurs, ou être dans le corridor de prix. En plus, on a des règles de prix avec les prix européens, on en a déjà un peu parlé, mais pour les médicaments notamment onéreux et ou sur la liste en sus, on a un processus qui s'appelle l'external reference pricing, c'est-à-dire qu'en fait, la France va va à la fois regarder d'autres pays européens pour fixer son prix, mais également le prix français
va impacter la fixation du prix dans d'autres pays en Europe. Donc la France est un des pays pour lequel le prix français est le plus regardé. Donc comment ça marche, en fait, mon petit tableau, en France, il y a quand le CEPS fixe le prix du médicament, eh bien, on regarde le prix dans 4 autres pays. Donc, c'est les pays que je vous ai cités tout à l'heure, c'est les pays du corridor de prix. Mais notre prix en France est très important puisqu'il y a 20 pays européens qui vont regarder le prix français. Et donc, vous vous doutez bien que le niveau de prix français va avoir un impact très important pour le laboratoire et sur les prix en Europe d'une manière générale. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne sur les innovations dont nous a parlé Christos dans le cancer du poumon? Donc là, j'ai un petit peu mis les 4 immunothérapies qui sont disponibles. Je n'ai pas tenu compte de l'indication, désolée. Et l'idée n'est absolument pas de les comparer les uns par rapport aux autres, puisque ce ne sont pas les mêmes patients, ce ne sont pas les mêmes indications. C'est simplement pour regarder d'un pays à l'autre comment se passe la fixation du prix en France. Donc ce que l'on voit sur ce graphique, et ce pour les 4 immunothérapies sur le marché, c'est que la France, qui est ici en vert foncé, a, pour les 4 immunothérapies concernées, systématiquement un prix beaucoup plus bas que les 4 autres pays européens que j'ai choisis ici, qui sont l'Autriche, la Belgique, l'Espagne et la Suède. Je n'ai pas pris les pays du corridor de prix européen exprès parce que je savais que ces médicaments ayant obtenu des bonnes ASMR avaient un prix similaire, mais vous voyez qu'on voit que systématiquement le prix français est inférieur, voire très inférieur, et notamment le prix le plus cher en Europe est ici le prix autrichien. Autre chose qu'on remarque, c'est une grande variabilité dans les prix de ces médicaments. Même si on a des prix relativement élevés, on a une variabilité qui peut être très forte, de l'ordre de 35% pour Atezo et jusqu'à 21% pour Durva. Ce qui est important aussi à regarder, c'est bien sûr les délais d'accès aux patients. Et si on corrèle finalement ces prix au délai, on voit qu'il y a une corrélation inverse, c'est-à-dire que, on a vu que la France avait les prix les moins chers, mais c'est aussi la France qui a les délais d'accès au marché les plus longs. À l'inverse, la Suède avait les prix les plus chers et, par contre, les délais d'accès au marché les plus courts. Et donc, en fait, la conclusion qu'on peut en faire, c'est que finalement, les pays qui vont le plus vite sont aussi les pays qui pratiquent les prix les plus chers. Donc, en fait, ils ont fait un choix de ces pays-là de mettre sur le marché à des prix plus chers, mais de mettre sur le marché plus vite, alors qu'en France, on négocie sans doute beaucoup plus longtemps, mais on négocie peut-être mieux. Là encore, sur ce graphique, j'ai essayé de regarder, vous savez que le prix, il est évolutif en France. Auparavant, on disait qu'un médicament a été réévalué soit tous les 5 ans, soit quand un médicament avait une extension d'indication. Donc là, j'ai représenté l'évolution des prix publics des différentes molécules. Là encore, l'idée n'est absolument pas de les comparer puisque ce n'est pas les mêmes patients, pas les mêmes indications, mais plutôt de voir quelles ont été les évolutions de prix. Donc on se rend compte qu'il y a 2 médicaments qui ont été qui ont été concernés par un certain nombre d'évolutions des prix des médicaments. Donc nivolumab et pembrolizumab ont eu plusieurs baisses de prix liées à des extensions d'indications et donc une augmentation de la population cible au cours du temps. Et on voit que finalement, c'est sur le prix public, la baisse des prix a été de l'ordre de moins 17 à moins 24%. C'est quand même des baisses de prix qui sont assez... Enfin, on n'a pas d'autres exemples avec autant d'extensions d'indications en si peu de temps, mais c'est quand même des baisses de prix qui sont assez notables, dont on n'a pas tellement l'habitude. Les 2 autres produits n'ont pas encore eu de baisse de prix. Alors vous voyez que donc il y a une grande différence entre déjà le prix facial et le prix net, et qu'en effet donc qu'est-ce qui fait qu'on arrive aussi bien à maîtriser les prix des médicaments actuellement tout en respectant l'ONDAM? Le CEPS a mis au point un tas de contrats financiers qui constituent une régulation a priori sur les dépenses de médicaments. Donc il y a des clauses financières, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a les accords prix-volume, des accords sur la posologie, des prises en charge restreintes ou encore des cappings, c'est-à-dire qu'on détermine d'emblée le niveau de dépenses qui soit capé sur un volume, soit capé sur un patient
de ces médicaments. Il y a aussi des contrats qui sont des clauses de performance, donc qui sont des contrats basés sur le bénéfice apporté par ces médicaments. Donc ça, c'est des contrats qui sont intellectuellement et en termes, où la prise en charge financière ou le paiement est basé sur le bénéfice clinique apporté en vraie vie par les médicaments. Intellectuellement, ce sont des contrats qui sont assez intéressants et qu'on aurait bien aimé voir développer plus en France, mais le CEPS est assez frileux et a eu des mauvaises expériences sur certains dossiers. Donc ce n'est pas des contrats qu'on voit tellement en France. Il faut quand même savoir que tous ces contrats de régulation a priori sur le prix des médicaments représentent quand même une économie de l'ordre de 1,4 milliard en 2017 et permettent de respecter entre autres l'ONDAM. À côté de ça, il y a aussi un tas de régulations dites a posteriori, c'est-à-dire qu'en fin d'année, quand on sent que ça va être compliqué de respecter le niveau d'économie attendu, se mettent en jeu un tas de reversements a posteriori. Donc il y a la clause de sauvegarde, il y a un taux qui est basé sur le fait que si les laboratoires, les dépenses ont eu un taux d'évolution supérieur à un taux qui est fixé dans la loi, alors se met en place un certain reversement qui est proportionnel à ce niveau de dépassement. Tout ça pour vous dire que donc entre le prix facial publié au journal officiel et le prix net, il y a quand même aussi une grosse différence. Revenons sur cette histoire de délai, dont vous avez compris qu'elle était très corrélée finalement aux dépenses de médicaments. Donc vous savez que la France, on est un petit peu les mauvais élèves de l'Europe, puisque l'année dernière est sortie une étude qui a été réalisée par l'OCDE, qui a classé les délais d'accès parmi les 27 pays d'Europe. Et donc nous sommes avec 530 jours délai entre l'obtention de l'AMM et la publication du JO. Nous sommes actuellement le 23e pays sur les 28 pays d'Europe, donc classé juste après la Croatie. Donc on est quand même très très mauvais sur ces délais d'action. Donc très clairement, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on préfère un pays où on a un délai d'action très long mais des prix plus bas, ou est-ce qu'on voudrait avoir un pays qui négocie, pour lesquels les médicaments sont accessibles plus vite, peut-être avec des prix plus élevés? Je ne sais pas. Christos en a parlé, il y avait une problématique aussi sur les extensions d'indication. Vous savez qu'auparavant, on ne pouvait avoir une ATU que sur la première indication du médicament. Et typiquement, dans le pembrolizumab, dans le cancer du poumon, eh bien, autant dans le mélanome, les patients qui avaient pu bénéficier très tôt de pembrolizumab, voilà. Alors que dans le cancer du poumon, finalement, les patients français ont eu accès beaucoup plus tardivement à certaines molécules. Ça, c'est en cours de résolution puisque les décrets sont en train de sortir. Alors, quelles sont les perspectives finalement sur le financement des innovations en France actuellement? Donc, la loi de financement est en train d'être votée. Donc, pour cette année, l'ONDAM est en train d'être votée et devrait être à 2,3%. Et on attend en tout 4,2 milliards d'économies. Sur les produits de santé, c'est 1,3 milliard d'économies qui sont attendues. Alors 1,3 milliard, dont 920 millions sur le médicament. Ça peut paraître beaucoup. Le LEM a dit la semaine dernière, on a entendu beaucoup le LEM dire que c'était énorme. Non, en fait, c'est comme tous les ans. Cette économie attendue sur le médicament est très similaire à ce qu'on a eu les autres années. Et donc, voilà, c'est du même ordre de grandeur. Quelles évolutions sur le financement et les modalités d'accès de ces innovations au marché? L'année dernière a eu lieu le CSIS, le Conseil stratégique des industries de santé, qui avait été demandé, et qui a été sous la direction d'Emmanuel Macron. Les mesures de ce CSIS ont été les suivantes. Donc, il avait été demandé une réduction des délais d'accès au marché à 180 jours. Donc, comme je vous l'ai dit, de passer de ce fameux 530 jours à 180 jours. Ça, c'est quelque chose qui est attendu pour 2022. Et sur ça, vraiment, on aimerait bien que la France arrive vraiment à réduire ses délais d'accès au marché. Une ouverture des ATU aux extensions d'indication. Et donc ça, c'est en cours avec l'apparition du décret du 20 juillet 2019.
On a entendu, alors ça fait des années qu'on entend une réforme de l'évaluation des médicaments et notamment une réforme de l'ASMR, puisque actuellement, vous avez vu que toutes les ASMR sont cotées 4 ou 5 et donc ce critère n'est plus très discriminant. Donc ça fait des années qu'on entend parler du VTR, valeur thérapeutique de référence, ou de l'ITR. C'est ressorti cet été, donc ça pourrait revenir. Et puis, on attend aussi pour cette fin d'année 2019 un renouvellement de l'accord cadre. Donc l'accord cadre, c'est l'accord qui est écrit entre le CEPS et le LEM sur la doctrine des modalités de fixation de prix. L'accord cadre actuel devient caduc à la fin de l'année et donc normalement on devrait avoir un nouvel accord cadre. Mais pour l'instant, il n'y a pas de président au CEPS, donc on se demande bien si on en aura un ou pas. Peut-être que aussi on aura des nouveaux contrats de prix. En tout cas, il y a des nouveaux contrats de financement de l'innovation qui sont en train de se mettre en place dans d'autres pays, et peut-être que notre CEPS va s'en inspirer. Certains pays ont mis en place des fonds de financement de l'innovation. Par exemple, le UK a mis en place un Cancer Drug Fund, qui est une enveloppe où il finance les molécules innovantes qui n'ont pas réussi à rentrer sur le marché par le NICE classiquement. De même, l'Italie a fait la même chose. Je ne vais pas prononcer cette chose-là que je vais écorcher, mais c'est la même chose. Certains pays ont également mis des contrats de prix type Netflix-like. Alors, c'est quoi le principe de Netflix ? Le principe, c'est que nos payeurs, après avoir payé un montant fixe à un laboratoire, eh bien, nos payeurs auront accès à un accès illimité à la thérapie sur une période donnée. Donc l'Australie a fait ça avec les médicaments de l'hépatite C et ils ont calculé que ça leur avait fait gagner 5 milliards d'euros, donc c'est pas du tout négligeable. C'est des contrats de prix qui peuvent être intéressants parce que beaucoup plus sécures à la fois pour le laboratoire et pour le payeur. Et puis, on entend aussi parler de crédit santé. Notamment, là, on entend plus parler de ça pour les futures thérapies géniques qui seront administrées en une seule prise avec des coûts de traitement qui vont être très, très élevés. Et les payeurs aimeraient pouvoir mensualiser, voire annualiser le paiement de ces thérapies. Voilà, donc en conclusion, on est très clairement dans une phase d'innovation, notamment en oncologie, qui remet un peu en cause la soutenabilité financière et l'équité aux soins. Cependant, à ce jour, une dépense de médicaments qui est parfaitement maîtrisée et qui permet l'accès à la plupart des traitements innovants en France. Cependant, on voit que cette situation est fragile à long terme et notamment compte tenu de l'arrivée d'autres innovations coûteuses et de tout ce qui est encore dans les pipelines. Voilà, je vous remercie. Isabelle, merci pour ce très beau panorama. J'ouvre à quelques questions. Merci. Oui, bonjour, merci pour ces exposés très clairs. Moi, j'avais une question concernant le cancer bronchique non à petites cellules de phase 4 en deuxième ligne. On se retrouve maintenant avec 3 molécules en immunothérapie disponibles. Je voulais savoir quels sont vos critères de choix et est-ce qu'on peut le protocoliser au sein d'un établissement, par exemple avec une décision de Comedims Oui, alors c'est une bonne question, mais qui est déjà un peu dépassée. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a 3 molécules en seconde ligne, comme je vous l'ai dit. 2 sont réservées pour tous les patients. La 3e, le pembrolizumab, est limitée aux patients qui ont un PD-L1 supérieur à 1%. Il y a des modes d'administration qui sont également différentes. Il y en a 2 qui sont toutes les 3 semaines et le nivolumab est tous les 15 jours. On peut théoriquement protocoliser au sein d'un établissement et faire un choix pour pas qu'il y ait 3 molécules très proches dans la même indication. Mais en définitive, comme vous avez pu le voir, maintenant l'immunothérapie est passée en première ligne. Donc globalement, tous les patients vont avoir de l'immunothérapie en première ligne lorsqu'on aura l'accès au marché. Donc ils auront soit l'association pembrolizumab tout seul pour les patients qui ont un PD-L1 supérieur à 50%, soit pour tout le monde l'association pembrolizumab chimiothérapie. Et donc du coup, cette question qui est très pertinente, on n'a même plus le temps de se la poser parce que en seconde ligne, ça va de nouveau être la chimiothérapie, je dirais classique type Taxotere. Je ne sais pas si j'étais clair. C'est-à-dire que
même pour nous, en tant que cliniciens, les innovations vont tellement vite que le temps que l'algorithme, par exemple, la société pneumologue avait l'habitude de changer ses algorithmes tous les ans, tous les 2 ans, ces algorithmes de traitement. Et là, ça va tellement vite qu'on est obligé de faire au moins une réunion annuelle pour changer les algorithmes de première ligne, de seconde ligne. Merci Christos. D'autres questions? Alors moi j'ai été très séduit par le message d'Isabelle. Les dépenses de médicaments sont maîtrisées. Donc moi maintenant, si un directeur vient me dire que les dépenses de médicaments augmentent, je vais demander à Isabelle de me prêter sa diapositive pour... Alors, je voudrais réagir. Les dépenses de médicaments sont maîtrisées au prix d'un accès qui nous place au 23e rang des pays de l'Europe. C'est-à-dire que lorsque, en termes de délai d'accès, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu l'ESMO, le Congrès européen, il y a 15 jours à Barcelone, et les Français, on passe pour des dinosaures quand on dit aux Allemands qu'on ne prescrit toujours pas une association immuno-chimio en première ligne. C'est-à-dire qu'eux, ils en sont déjà à discuter des registres de la vraie vie avec l'immunothérapie, chimiothérapie en première ligne, alors que nous, on dit, non, on n'a toujours pas droit. Donc, non. Sur le plan clinique, c'est quand même, là, les délais sont quand même difficilement acceptables au niveau individuel. Alors, en termes de santé publique, au niveau populationnel, moi, je comprends qu'on tient le plus longtemps possible les délais pour avoir un prix le plus bas, ça semble assez logique. Mais au niveau individuel, c'est quand même difficile en tant que clinicien. Et encore une fois, on s'est moqué pendant des années de nos collègues anglais, parce que l'ensemble, le NICE, il y avait beaucoup d'innovations qui ne passaient pas les règles du NICE, et les Anglais, depuis 2 ans, ont fait ce fonds spécifique pour essayer de résoudre le problème, et là, aujourd'hui, les Anglais sont largement en avance devant nous, devant la France, pour l'accès à l'innovation, en tout cas dans le domaine que je connais bien, qui est l'immuno. Donc, oui, les dépenses sont maîtrisées, ça c'est vrai, mais à quel prix ? Merci beaucoup d'avoir réagi sur cette question, parce que c'était effectivement sous-tendu. Est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, en France, il y a à la fois une inégalité d'accès aux soins et une difficulté d'accès aux thérapeutiques, ne serait-ce qu'en comparaison de la plateforme européenne. Et je pense que tu as apporté cette réponse qu'on n'a pas obligatoirement en tête, parce que effectivement, vous avez souligné, Isabelle aussi a souligné, le volet ou le dispositif ATU qui fait penser que la France facilite beaucoup l'accès à l'innovation. Alors, est-ce que tu peux nous dire un tout petit mot là-dessus ? Est-ce que c'est une fausse bonne idée de penser que l'ATU permet l'accès rapide à l'innovation, puisque c'était l'objectif de ce symposium, ou ce que tu viens de dire, Christos, qui est effectivement la vraie vie, c'est que c'est pas aussi évident que ça? C'est difficile de se projeter parce que le décret est tout récent et que pour l'instant la lecture de ce décret est un petit peu complexe, nous dirons. Nous attendons quelques éclaircissements. Pour l'instant, très clairement, pour les médicaments qui ont comme ça des extensions d'indication, c'était un vrai frein que les ATU soient limités à la première indication et sans doute une perte de chance, je pense, pour certains patients, peut-être pas aussi fort. Voilà, on espère que ça va se résoudre et que le décret va pouvoir permettre un accès plus facile et plus rapide aux patients et que finalement on retrouve en effet des délais pour ces médicaments qui soient plus courts. Mais ça va un peu dépendre de ce qu'il y a dans le texte et pour l'instant c'est pas complètement évident. Oui, moi je vais dans le sens, l'ATU d'extension d'indication, c'est une excellente idée pour l'accès aux médicaments. Après, si le financement n'est pas sécurisé, moi j'entends à droite et à gauche que les pharmaciens sont quand même un peu inquiets, les pharmaciens hospitaliers. Il faut, je vous ai dit qu'il y avait 500 patients qui ont été inclus dans une petite cellule dans cette ATU d'extension d'indication, donc pour vous dire comment le besoin était réel. Et c'est pas 500 patients c'est 500 patients dans plus de 180 établissements. Donc ça concerne vraiment des petits établissements. Moi ce que j'entends, c'est que le décret, personne ne comprend très bien. Si le remboursement n'est pas sécurisé, c'est sûr que ça va poser un problème. Ça va être un très mauvais signal envoyé
à la communauté médicale et pharmaceutique. Je partage complètement cette analyse. Mais écoutez, je crois qu'on va remercier nos deux orateurs, donc vous pouvez les applaudir. Et bien évidemment, le laboratoire MSD qui a participé au soutien de cet atelier, ce symposium, cette discussion. Merci beaucoup et puis bon appétit et dans nos espaces de convivialité de ce Palais des Papes.